Le sapin de Noël du Terminal 4 à JFK était gigantesque. Des guirlandes dorées et blanches scintillaient sur le plafond gris de décembre. Et quelque part derrière les portiques de sécurité, un haut-parleur diffusait « Have yourself a merry little Christmas » dans une tonalité un peu trop joyeuse pour la réalité. Sloan Mercer se tenait près du tapis roulant à bagages, une main serrant une tasse de café en papier, l'autre posée sur l'épaule de son fils, Beckett. Il avait 9 ans, portait le manteau bleu marine qu'elle lui avait boutonné ce matin-là dans leur appartement de Chicago, et il sautillait sur la pointe des pieds car il pensait qu'ils étaient là pour surprendre son père. C'était le cas, mais pas de la manière que Sloan avait prévu. Elle avait répété la scène dans sa tête pendant tout le vol depuis O'Hare. Ford qui se retournait, les voyant, ce lent sourire qui s'étirait sur son visage, et Beckett se lançant en avant. Les trois, au milieu du terminal animé, se serrant l'un l'autre comme une vraie famille. Elle avait même porté la robe portefeuille rouge qui, disait-il, la faisait ressembler à elle-même, quoi que cela puisse signifier. Elle vit Ford avant qu'il ne la voie. Il se tenait près du carrousel 6, grand et élancé dans son manteau de laine anthracite, le stylo Montblanc accroché à sa poche intérieure comme toujours. Il riait. Sloan remarqua cela d'abord, le rire, facile et franc, le genre de rire qu'elle ne lui avait pas entendu depuis peut-être 2 ans, voire plus. La femme, à ses côtés, avait les cheveux sombres, ramenés sur une épaule. Elle était plus jeune, environ 30 ans, portant un manteau couleur camel et un sac de voyage que Sloan reconnut comme étant Louis Vuitton. Ford avait sa main sur le bas de son dos, pas de manière décontractée, délibérée, familier. Sloan ne bougea pas. Beckett se figea à ses côtés. Il avait vu aussi. Sa petite main se serra autour de ses doigts, non plus par excitation, mais par quelque chose de plus calme et plus difficile à nommer. Il resta là, fixant son père un long moment. Puis il leva les yeux vers sa mère. « Maman, dit-il, sa voix était prudente. La façon dont les voix d'enfants deviennent quand ils sentent que quelque chose ne va pas, mais n'ont pas encore les mots pour le dire. Cet homme, il regarda Ford une fois de plus. Il a oublié comment être mon papa. » Sloan sentit la tasse de café se froisser légèrement sous sa prise. Le carrousel commença à bouger. Quelque part derrière elle, la chanson de Noël s'arrêta et une autre commença. Et elle se tenait au milieu du terminal à JFK, avec 11 ans de mariage qui se dissolvaient doucement dans sa poitrine, comme du sucre dans la pluie. Elle ne pleura pas. Pas encore. Elle serra Beckett contre elle et les deux se dirigèrent vers la sortie. Et elle pensa, « Il ne sait pas que nous sommes là. » Et elle prit une décision à cet instant précis. Elle allait faire en sorte qu'il en soit ainsi. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que la femme au sac Louis Vuitton savait exactement qui était Sloan, et ce depuis très longtemps. Sloan Mercer n'avait pas toujours été le genre de femme qui attendait. Dans sa vingtaine, elle était la première à franchir la porte. Diplôme en design d'intérieur à l'Université de l'Illinois, un projet de fin d'études repris par un magazine régional d'architecture, un petit studio à Wicker Park qu'elle avait meublé elle-même avec des trouvailles de friperie et beaucoup de peinture. Elle y était vive, impatiente, pleine de projets qui ne laissaient aucune place au calendrier de qui que ce soit d'autre. Et puis elle rencontra Ford Ashby lors d'un vernissage à River North. Il avait 34 ans, un avocat d'affaires de Manhattan travaillant temporairement pour un cabinet de Chicago. Il portait un costume gris sans cravate et parlait de droit immobilier comme si c'était de la philosophie. Elle le trouvait intéressant. Elle ne pensait pas qu'il changerait la direction entière de sa vie. Ils sortirent pendant 8 mois dans 2 villes. Puis Ford obtint un poste permanent à New York et il lui demanda de le suivre et elle dit oui avant même d'avoir fini d'y réfléchir. Elle avait 29 ans. Elle pensait que l'amour signifiait aller là où l'autre allait. À New York, elle essaya de reconstruire sa pratique de design à partir de zéro. Nouvelle ville, aucune connexion, aucune recommandation. Ford était encourageant au début. Il disait aux gens lors des dîners que sa femme était talentueuse et elle lui en était reconnaissante. Elle n'avait pas remarqué alors à quelle vitesse ces conversations revenaient toujours à lui. Les clients venaient lentement. Puis Beckett naquit et les clients arrêtèrent de venir pendant un temps. Ford dit qu'il était plus logique qu'elle se concentre sur le bébé puisque ses revenus couvraient tout. Elle accepta. Elle se dit que c'était temporaire. 3 ans passèrent ainsi. Quand elle recommença enfin à reconstruire, une petite clientèle, un studio loué à Brooklyn,
un travail dont elle était sincèrement fière. L'emploi du temps de Ford s'intensifia. Il travaillait tard. Il prenait l'avion pour Chicago pour des affaires. Il était en déposition, en réunion, en appel-conférence qui durait après minuit. Elle apprit à ne pas poser de questions. Elle apprit, sans que personne ne le lui enseigne explicitement, que le prix pour maintenir la paix était de rester petite. Au printemps dernier, elle avait ouvert un véritable espace de studio. Mercer Design sur près de 110 mètres carrés à Lincoln Square, Chicago. Elle était revenue 6 mois plus tôt car Beckett avait des difficultés à New York. C'était la raison qu'elle avait donnée à Ford, la raison qu'elle s'était donnée. Mais la vérité était qu'elle disparaissait depuis des années dans ce mariage, et Chicago était l'endroit où elle se rappelait à quoi elle ressemblait. Ce qu'elle n'avait jamais dit à personne, pas même à Ren, c'est que la nuit avant de retourner à Chicago, elle avait trouvé un reçu d'hôtel dans la poche du manteau de Ford pour une chambre au Beekman, et elle avait choisi de ne pas trop y regarder. Elle ne retourna pas à cet hôtel cette nuit-là à New York. Elle revint à Chicago à la place, installa Beckett dans sa nouvelle chambre, l'inscrivit à l'école à 3 pâtés de maison de leur appartement et se jeta dans le studio avec le genre de concentration qui n'est en réalité qu'un chagrin contrôlé. Elle ne pensa pas aux reçus. Elle appelait Ford tous les soirs à 20h. Il décrochait la plupart du temps, déchaînait une pomme. Les conversations étaient bien, normales, vides. C'était la 2e semaine de novembre, 6 semaines avant l'aéroport, quand la première vraie fissure apparut. Sloan examinait son compte bancaire, le compte joint, celui qu'ils utilisaient pour tout depuis les premières années. Et le solde n'était pas bon. Pas à découvert, juste faux. Inférieur de près de 30 000 $ à ce qu'il aurait dû être, retiré en plus petite somme sur 8 mois. Des virements vers un compte qu'elle ne reconnaissait pas. Elle était assise à sa table de cuisine avec son MacBook ouvert et une tasse de café qui refroidissait à côté d'elle, et elle fixa les chiffres pendant un long moment. Puis elle appela Ford. Il répondit à la 2e sonnerie. Il semblait distrait. Elle lui dit qu'il y avait des virements inhabituels sur le compte joint et qu'elle essayait de les comprendre. Il y eut une pause très brève, peut-être 2 secondes, et puis il dit que c'était une provision pour un comptable externe qu'il avait engagé pour gérer des investissements. Il expliquerait mieux plus tard. Il avait un appel dans 5 minutes. Elle dit « D'accord », elle raccrocha. Elle ne le crut pas. Elle ouvrit un nouvel onglet dans son navigateur et regarda à nouveau les détails des virements du compte. Le numéro du compte destinataire se terminait par 7642. Elle l'écrivit sur le coin d'un sac en papier, car c'était la seule chose à proximité. Ensuite, elle sortit son téléphone et appela la banque. La banque lui dit qu'elle ne pouvait pas lui donner d'informations sur le compte destinataire. Il pouvait confirmer que les virements étaient autorisés par un signataire du compte. Ford les avait initiés. C'était tout ce qu'il pouvait dire. Elle demanda quand il avait été ajouté comme seul signataire autorisant. La réponse revint. Il y a 14 mois. Sloan posa le téléphone. Elle regarda les dessins de Beckett sur le réfrigérateur. Une maison violette avec une porte jaune. Un chien dont ils avaient toujours parlé. Leur famille en bonhomme allumette. La version de Beckett. Papa grand, maman moyenne, petit garçon. Un point d'interrogation dans le coin où irait le chien. Le point d'interrogation ressemblait soudain à quelque chose d'entièrement différent. 3 jours plus tard, l'atelier de Sloan reçut une lettre recommandée d'une société de services financiers dont elle n'avait jamais entendu parler, l'informant que Mercer Design LLC avait une hypothèque déposée contre elle pour dettes impayées. Des dettes qu'elle n'avait jamais signées. Sloan appela Ren Calloway à 7h30 du matin, le seul moment où elle était sûre que Ren répondrait. Ren était une lève-tôt extrême. Debout à 5h du soir, café prêt, yoga fait, mascara posé. À Utrao, elle vivait déjà sa journée. Mais à 7h30, elle était encore elle-même. Elles étaient amies depuis 15 ans. Elles s'étaient rencontrées dans un séminaire de formation continue en design quand elles avaient toutes les deux la vingtaine et qu'elles essayaient toutes les deux, comme aimait à dire Ren, de comprendre les aspects difficiles. Ren avait fini par travailler dans les relations publiques, gérant des campagnes de marque pour des bureaux de design et des entreprises d'architecture, ce qui signifiait qu'elle et Sloan évoluaient dans les mêmes cercles professionnels sans être en concurrence. Cela avait toujours semblé être un arrangement parfait. Ren décrocha au premier coup de sonnerie.
Sloan lui raconta tout. L'aéroport, Ford et la femme, les virements bancaires, l'hypothèque. Elle raconta les faits simplement, sans s'effondrer. C'était la façon dont elle avait appris à raconter les choses difficiles au fil des années où elle ne voulait pas donner l'impression de lutter. Wren resta silencieuse un moment quand elle eut fini, puis elle dit « Oh, Sloan, je suis tellement désolé. Ça a dû être dévastateur à l'aéroport. » Sloan dit « Oui. » Wren demanda « Qu'est-ce que tu vas faire? » Sloan dit qu'elle ne savait pas encore. Elle était encore en train de digérer. Elle demanda si elle pouvait venir. Wren hésita, à peine, peut-être une demi-seconde. Puis elle dit « Bien sûr, viens quand tu veux. J'irai faire du café. » Sloan prit sa Toyota, parcourut les 12 minutes jusqu'au condo de Wren à Lincoln Park et s'assit à son îlot de cuisine pendant 2 heures pendant que Wren l'écoutait et disait les bonnes choses. Elle était chaleureuse. Elle était prudente. Elle posait les bonnes questions. Elle reservait sans qu'on le lui demande. Et Sloan se sentit, pour la première fois depuis l'aéroport, un peu moins seule. Elle rentra chez elle à midi. Elle vérifia son téléphone à un feu rouge, une habitude qu'elle savait mauvaise mais qu'elle ne pouvait pas briser. Il y avait une notification d'une application de notes partagées que Beckett et elle utilisaient pour suivre son emploi du temps scolaire. Elle l'ouvrit par accident, voulant la fermer, et vit un fil qu'elle ne reconnaissait pas. Une chaîne de messages d'un contact enregistré uniquement sous un numéro de téléphone. Elle s'arrêta. Elle regarda l'écran. Le numéro était celui de Ford. Elle le connaissait par cœur. Le message provenait du téléphone de Wren. Envoyé la nuit précédente à 23h42, après que Sloan l'eût déjà appelé. Il disait « Elle a trouvé le compte. Elle ne sait pas encore le reste. Tu as le temps. » Ne contacte pas Delphi cette semaine. Le café dans l'estomac de Sloan se transforma en quelque chose de froid et chimique. Wren savait. Elle savait. Et puis elle n'avait rien dit. Et maintenant Sloan comprenait. Il ne restait plus personne en qui elle pouvait avoir confiance. Il y a des moments dans la vie d'une personne qui ne s'annoncent pas. Ça ne sont pas comme le pire moment. Ils arrivent simplement tranquillement, portant le visage d'un après-midi ordinaire. Pour Sloan, le fond fut un mardi de décembre, 3 jours après la découverte concernant Wren. Elle n'avait pas confronté Wren. Elle n'avait pas s'appelé Ford. Elle s'était assise avec cela, comme on s'assied avec quelque chose de trop chaud pour être touché. Et elle avait fait la seule chose à laquelle elle pouvait penser. Elle avait commencé à tirer sur les fils qu'elle pouvait atteindre. L'hypothèque sur Mercer Design était réelle. 31 000 $ liés à un prêt d'entreprise contracté au nom de la société il y a 11 mois. Sa signature figurait sur les documents de prêt. Elle n'avait jamais rien signé. La signature était la sienne à tous égards visible. La courbe du S et la façon particulière dont elle traversait le E, et ce n'était pas elle. Son comptable d'entreprise, une petite femme précise nommée Gloria, qui portait des lunettes de lecture sur une chaîne perlée, l'avait appelée ce matin-là. Gloria s'occupait des livres de Mercer Design depuis le premier jour. Elle dit « Sloan, quelqu'un a déposé un changement d'adresse pour votre LLC auprès de l'État. Votre agent enregistré est maintenant une société appelée Ashby Holdings Group. » Elle fit une pause. « Vous n'avez pas autorisé ça. » Sloan dit « Non. » Elle vérifia son compte bancaire professionnel, le compte d'exploitation qu'elle utilisait pour payer les fournisseurs, le compte qui n'avait rien à voir avec Ford ou leurs finances communes, était bloqué. Action en justice en attente. Elle pouvait voir le solde, 18 000 $, suffisant pour couvrir 3 mois de loyer de l'atelier, mais elle ne pouvait pas le déplacer. Elle alla chercher Beckett à l'école à Kingesia et il était silencieux sur la banquette arrière, ce qui était inhabituel. Normalement, il parlait beaucoup, racontant ses journées en phrases continues. Elle l'observait dans le rétroviseur. À un feu rouge, elle lui demanda si tout allait bien. Il regarda par la fenêtre un moment. Puis il dit, « Maman, est-ce que papa rentre pour Noël? » Elle dit qu'elle ne savait pas encore. Il hocha lentement la tête. Seulement, hocha la tête, comme s'il s'était déjà préparé à cette réponse. Puis il dit, « Ce n'est pas grave. Je pense que tu fais beaucoup de choses. » Elle ne pleura pas avant d'être seule dans la voiture, dans le parking de leur immeuble, après que Beckett eut monté avec la fille d'une voisine qui le gardait parfois 1 heure. Elle s'assit dans la Toyota, dans l'obscurité du 3e niveau, et pleura exactement 11 minutes. Elle comptait
car compter était la seule façon de faire arrêter les larmes. Puis elle s'essuya le visage. Elle sortit son téléphone. Elle ouvrit Google. Elle chercha avocat spécialisé en droit de la famille à Chicago, divorce conflictuel, actifs cachés. Le troisième résultat était un nom qu'elle reconnaissait d'une affaire que Ford avait mentionnée une fois. Un homme qu'il appelait le seul avocat de l'Illinois qui lui faisait vraiment peur. Theodore Vance. L'appel vint à 9h17 un mercredi matin. Sloan était à l'atelier, assise par terre car les déménageurs n'avaient pas encore livré la nouvelle chaise de bureau, en train de revoir des échantillons de tissu pour un projet client qui lui semblait maintenant presque absurde d'y prêter attention. Quand son téléphone s'alluma, elle ne reconnut pas le numéro au début. L'indicatif de Chicago, mais familier. Elle décrocha. Sloan Stein. La voix était plus âgée, mesurée, précise d'une manière qui lui rappelait quelqu'un. C'est Constance Ashby, la mère de Ford. Sloan avait parlé à Constance peut-être 40 fois en 11 ans. Et la femme était polie, correcte et entièrement indéchiffrable. Elle envoyait des cartes d'anniversaire toujours appropriées, jamais chaleureuses. Elle avait assisté à la fête du 5e anniversaire de Beckett et était partie au bout de 45 minutes sans explication. Ford avait dit qu'elle était simplement réservée. Sloan avait décidé très tôt de ne pas insister davantage. « Constance, » dit Sloan avec précaution, « je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles. »« Non, je n'imagine pas que vous vous y attendiez. » Une pause. « Êtes-vous dans un endroit privé? » Sloan regarda autour d'elle dans le studio vide. « Oui. » « Bien. » Une autre pause, plus longue cette fois, comme si la femme choisissait son chemin sur un terrain inégal. « Je sais ce qui se passe. Je sais pour Delphi Crane. Et je sais ce que Ford vous fait à vos finances et à votre entreprise. » Sloan ne dit rien. Elle attendit. « Je veux que vous compreniez quelque chose, » continua Constance. « Je n'appelle pas parce que je suis une bonne personne. J'appelle parce que mon fils a fait quelque chose qui ne peut pas être défait. Et parce que mon regretté mari, Reginald, le père de Ford, serait honteux d'une manière que je ne tolérerais pas en silence. » Sloan reposa l'échantillon de tissu qu'elle tenait. « Il y a un document, » dit Constance. « Un testament, le testament original de Reginald, pas la version que les avocats de Ford ont déposée après la mort de Reginald, que mon fils avait modifié. L'original. J'ai une copie certifiée conforme. Qu'y a-t-il dedans? Un temps. 40 points d'Ashby & Crown, le cabinet d'avocats vous était laissé, Sloan, directement à vous, pas à Ford. Reginald vous admirait. Il m'a dit un jour, 2 ans avant de mourir, que vous étiez la seule personne honnête dans la vie de Ford. Il voulait s'assurer que vous étiez protégé. » La main de Sloan tremblait légèrement. Elle la posa à plat sur son genou. « Ford a modifié le testament avant qu'il ne soit déposé, » dit Constance. « Il a supprimé votre part. Le document qu'il a déposé vous liste comme unique bénéficiaire. C'est de la fraude, fraude fédérale. » Le mot atterrit dans le studio comme quelque chose tombé d'une grande hauteur. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant? » demanda Sloan. La voix de Constance, pour la première fois, perdit un peu de sa précision contrôlée. « Parce que Delphi Crane est enceinte, » dit-elle. « Et Ford lui a dit de gérer ça discrètement. Et j'ai 72 ans. Et je ne mourrai pas sans avoir rien dit. » Sloan ne raccrocha pas pendant longtemps. Et quand elle le fit enfin, elle appela l'homme que Ford lui-même avait dit craindre. Le bureau de Theodore Vance se trouvait au 31e étage d'un immeuble sur Wacker Drive, avec une vue sur la rivière qui, par un gris matin de décembre, ressemblait plus à de l'étain qu'à de l'eau. Les meubles étaient anciens, pas délibérément rustiques, juste vraiment usés. Le genre de bureau qui n'avait jamais eu besoin de prouver sa richesse, car le travail parlait assez clairement. Une gravure encadrée du sceau de la Cour suprême de l'Illinois, une seule étagère de liasses de dossiers qui montait jusqu'au plafond, aucun diplôme visible. Vance avait dit une fois à un intervieweur que si vous aviez besoin de voir ses références pour lui faire confiance, vous étiez venu pour les mauvaises raisons. Il avait 61 ans. Ses cheveux blancs étaient toujours épais. Veste de costume sur le dos malgré la chaleur du bureau. Il serra la main de Sloan une fois, fermement, puis s'assit, joignit ses mains sur le bureau et la regarda comme on regarde quelque chose qu'on s'apprête à démonter avec soin. « Dites-moi tout, » dit-il, « dans l'ordre. Je ne laisserai rien de côté parce que vous pensez que c'est sans importance. Rien n'est sans importance. »
Elle lui raconta tout. L'aéroport, les transferts, la saisie, le message de Ren à Ford, l'appel de Constance, le testament modifié. Elle avait un dossier. Elle avait tout mis dans un dossier la veille, organisé, étiqueté, car garder ses mains occupées était sa façon de se maîtriser. Elle le glissa sur son bureau. Il ne l'ouvrit pas immédiatement. Il l'écouta finir de parler. Puis il dit, « Le message texte de Ren Calloway à votre mari, avez-vous une capture d'écran? » « Oui. » « Une copie certifiée conforme du testament original de Constance Ashby? » « Elle le fait expédier aujourd'hui à un notaire. » Il hocha lentement de la tête. « La saisie sur l'entreprise. Avez-vous signé un document lié à Ashby Holdings Group? » « Jamais. » « Alors votre signature sur les documents de prêt est un faux. C'est un deuxième crime fédéral. » Ah, séparé du testament. Il ouvrit enfin le dossier. Il le parcourut avec le calme de quelqu'un lisant un menu. Puis il leva les yeux. Qui Ford utilise-t-il pour le travail juridique d'entreprise en dehors de son propre cabinet? Sloan dit qu'elle n'était pas sûre. Peu importe, je sais. Il ferma le dossier. Madame Mercer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose avant d'aller plus loin. Ford Ashby est un avocat compétent. Il se battra à tous les niveaux. Il essaiera de vous déstabiliser financièrement, ce qu'il a déjà commencé. Il tentera d'utiliser votre fils comme levier. Elle sentit sa gorge se serrer. Il demandera la garde d'urgence, dit Vance sans embâche, dans les 3 prochaines semaines. C'est ma prédiction basée sur la tendance. Il s'est déjà positionné comme le parent stable. Aux revenus élevés, il va soutenir que vous n'êtes pas financièrement apte. Peut-il gagner? Vance la regarda longuement. Pas si nous agissons en premier. Il décrocha son téléphone et passa un appel auquel elle ne s'attendait pas. Au juge pour lequel il avait travaillé il y a 30 ans pour demander un gel d'urgence des actifs sur tous les comptes liés au nom de Ford Ashby. Les papiers arrivèrent au studio de Sloan un vendredi après-midi, livrés en main propre par un coursier qu'elle confonda presque avec un client. L'enveloppe était épaisse, couleur crème, et portait l'adresse de retour d'un cabinet d'avocats de Manhattan qu'elle reconnaissait, l'un des plus grands du pays. Ford n'avait pas utilisé son propre cabinet. Il était allé à l'extérieur. Cela seul lui disait à quel point la situation était sérieuse. Requête d'urgence pour la garde temporaire de Beckett Mercer, 9 ans, déposée au motif que le parent gardien, Sloan, connaissait une instabilité financière, une insolvabilité commerciale et une incapacité à fournir un environnement de vie stable. Les documents citaient la saisie sur Mercer Design. Ils citaient le blocage de son compte professionnel. Ils citaient ce qu'ils décrivaient comme le comportement erratique de Sloan suite à une période de stress marital. Il y avait une déclaration d'une tierce partie non nommée décrivant Sloan comme émotionnellement volatile. Elle lut cela debout au milieu du studio. Puis elle appela. Vance était... Il avait déjà vu. Son assistante surveillait les dossiers judiciaires. « C'est exactement ce que je vous ai dit, dit-il. » Il ne semblait pas alarmé. Il semblait être quelqu'un qui avait reçu le coup qu'il attendait et qui avait déjà 3 coupes d'avance. La déclaration de la tierce partie, « Je parie que c'est Ren Calloway. » Sloan ne dit rien. « Nous allons contre-attaquer d'ici lundi, dit Vance. J'ai besoin que vous fassiez 3 choses ce week-end. Premièrement, obtenez une lettre de l'école de Beckett, assiduité, notes, observation de l'enseignant, tout ce qui montre sa stabilité et l'implication parentale. Deuxièmement, rédigez un compte-rendu détaillé de votre routine quotidienne avec Beckett, chaque enlèvement, chaque repas, chaque rendez-vous. Troisièmement, j'ai besoin que vous restiez complètement silencieuse sur les réseaux sociaux et que vous arrêtiez toute communication avec Ren Calloway. Sloan passa le week-end à faire exactement cela. Le dimanche soir, elle était assise à la table de la cuisine avec Beckett pour faire ses devoirs. Il travaillait sur un projet sur l'architecture de Chicago. Il l'avait choisi lui-même parce qu'il savait qu'elle adorait ça. Il lui a demandé comment écrire Cantilever. Elle le lui a dit. Il l'a écrit très soigneusement. Au coucher, il a demandé « Papa essaye de m'emmener ?» Elle a gardé le visage impassible. « Papa et moi, nous arrangeons certaines choses, » a-t-elle dit. « J'ai besoin que tu me fasses confiance. » Il y a réfléchi. « Je te fais confiance, » a-t-il dit. « Je veux juste que tu saches que je ne m'en vais nulle part, moi non plus. » Elle a éteint sa lumière et est restée un moment dans le couloir,
le dos contre le mur, les yeux fermés, et elle s'est forcée à respirer. Lundi matin, le juge qui examinait la requête d'urgence de Ford l'a rejetée, citant une requête en réponse de Vance, qui incluait 17 cas documentés d'absence de Ford aux rendez-vous médicaux de Beckett, aux événements scolaires et aux contacts d'urgence au cours des 2 dernières années. Ford n'a pas pris le rejet calmement. Il n'a pas appelé Sloan pour la première fois depuis l'aéroport, non pas pour parler, non pas pour expliquer, mais pour avertir. Sa voix au téléphone était celle qu'elle avait presque oubliée, celle qui se cachait sous l'extérieur de l'avocat poli, plate, froide, précise comme une lame. Il a dit, « Tu penses que Vance peut te protéger? Il ne le peut pas. J'ai des ressources que tu ne comprends pas. » Elle a dit, « D'accord. » Il a dit, « Tu fais une erreur. » Elle a dit, « J'ai déjà fait mes erreurs, Ford. Celle-ci n'en est pas une. » Elle a raccroché. Cette nuit-là, Beckett est allé se coucher à 21h. Sloan était à la table de la cuisine en train de revoir des documents que Vance lui avait envoyés quand son téléphone a vibré avec une notification de l'application qu'elle utilisait pour surveiller l'utilisation de l'iPad par Beckett. Il avait envoyé un message. Elle pensait qu'il avait écrit à un camarade de classe. Elle l'a ouvert. C'était d'un numéro inconnu que l'application avait signalé comme nouveau. Le message disait « Salut mon petit, c'est papa. Ne dis pas à maman qu'on parle, d'accord? C'est mon nouveau numéro. » L'estomac de Sloan s'est serré. Elle a fait défiler. Beckett n'avait pas répondu. L'application montrait le message comme délivré, non lu, puis la réponse de Beckett. « Je ne garde pas de secret de ma mère. Tu peux l'appeler si tu veux me parler. » Puis, après une pause de 4 minutes, un second message de Beckett également. « Tu me manques, mais je ne vais pas te mentir. » Sloan est restée très immobile dans la cuisine pendant un long moment. Elle a immédiatement transféré tout l'échange à Vance. Il a répondu en 12 minutes, malgré l'heure tardive, 22h30. Parfait. Tentez de contacter un mineur par un canal secondaire en pleine procédure de garde. Nous ajoutons cela au dossier. Ne répondez pas à Ford. Ne dites pas à Beckett que vous l'avez vu ce soir. Elle n'a rien dit à Beckett ce soir-là. Mais le lendemain matin, et mangeant des céréales, elle lui a dit qu'elle avait vu le message. Elle lui a dit qu'elle n'était pas en colère. Elle lui a dit qu'il n'avait pas à gérer son père. C'était son travail. Et c'était le travail de Vance. Et ce n'était pas le travail d'un enfant de 9 ans en aucune circonstance. Beckett a écouté. Il a mangé 3 bouchées de céréales, puis il a dit, « Maman, j'ai l'impression que papa est une personne différente maintenant. » Elle a dit, « Il se peut qu'il le soit. » Il a réfléchi. « Est-ce que de ma faute? »« Jamais, » a-t-elle dit, et elle le pensait de tout son être. Il a hoché la tête. « D'accord, » a-t-il dit, et ensuite, « Peut-on avoir un chien quand tout ça sera fini? » Elle a ri, le premier vrai rire depuis des semaines. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est qu'à ce même moment, dans une chambre d'hôtel au Loews Chicago O'Hare, Delphi Crane enregistrait une conversation de 2 heures sur son iPhone. Chaque mot que Ford avait jamais dit sur Sloan, le testament, et le plan qu'il avait construit sur 3 ans pour démanteler sa vie. Delphi Crane n'était pas ce que Sloan avait imaginé. Elle avait imaginé quelqu'un de soigné, de calculateur, une femme qui savait exactement dans quoi elle s'engageait et qui faisait ses choix les yeux ouverts. Elle avait imaginé quelqu'un comme la version de Ford qu'elle venait de découvrir. Une personne qui traversait la vie des autres avec stratégie et sans remords particulier. Ce qui s'est présenté au bureau de Vance un jeudi matin était une femme de 29 ans qui avait l'air de ne pas avoir bien dormi depuis un mois. Pas de sac Louis Vuitton, un sac en toile d'une librairie, une veste Patagonia, des yeux rouges au bord, pas parce qu'elle pleurait maintenant, mais parce qu'elle avait pleuré récemment à plusieurs reprises sur une longue période. Delphi s'est assise en face de Sloan et Vance, a plié ses mains sur ses genoux et a dit « J'ai besoin que vous sachiez que je ne comprenais pas ce qu'il vous faisait. Pas au début. » Sloan n'a rien dit. Elle a écouté. « Puis, il m'a dit que vous étiez séparés depuis 2 ans, a dit Delphi. Que vous aviez accepté une séparation discrète et que vous finalisiez les détails. Il a dit que les finances étaient compliquées à cause de votre partenariat commercial. Il a dit que Beckett allait bien, que les enfants s'adaptent. » Elle a marqué une pause. Je l'ai cru parce que je n'avais aucune raison de ne pas le faire. Elle a ouvert son sac en toile et a posé un iPhone sur la table. Pas celui de Ford, le sien, avec une application d'enregistrement ouverte.
Quand j'ai dit à Ford que j'étais enceinte, il n'a pas réagi comme je m'y attendais. Il était très calme, très organisé. Il a dit qu'il y avait des démarches à entreprendre et que cela devait rester privé à cause de la procédure de divorce. Il a utilisé ce mot, procédure, comme si c'était déjà déposé. Elle a regardé Sloan. Avait-il déposé quelque chose? Non, a dit Sloan. Delphi a serré ses lèvres. Il a tout payé. Une clinique à Manhattan. Un accord de confidentialité. Il a dit que c'était standard pour la discrétion. Je l'ai signé. Elle a poussé le téléphone vers Vance. Mais avant de le signer, j'avais déjà enregistré 3 semaines de conversation sur mon téléphone parce que quelque chose n'allait pas et je ne savais pas encore comment appeler ça. Vance a regardé le téléphone puis Delphi. Qu'y a-t-il sur les enregistrements? Lui disant qu'il avait transféré les comptes professionnels de Sloan dans une société holding qu'il contrôlait. Lui parlant d'avoir fait signer des documents dont elle n'était pas au courant. Lui disant, je cite, « Au moment où elle comprendra ce qui s'est passé, il ne restera plus rien à combattre. » La pièce était très silencieuse. « Je ne fais pas ça pour blesser quelqu'un, » a dit Delphi. « Je fais ça parce que j'ai découvert il y a 2 jours qu'il avait fait la même chose à une femme avant Sloan. Une femme différente, une ville différente, le même schéma. Il y avait un nom dans des enregistrements de Delphi que personne dans cette pièce ne s'attendait à entendre. Et quand Vance a joué l'extrait, Sloan a immédiatement reconnu la voix. L'extrait a duré 47 secondes. Vance avait un petit haut-parleur Bluetooth sur son bureau. Il a connecté l'iPhone de Delphi et a appuyé sur lecture sans préambule. L'enregistrement était ambiant au début. Bruit de ville, trafic, ce qui ressemblait à l'intérieur d'un restaurant, musique douce en fond sonore. Puis la voix de Ford, près du microphone, détendue comme il l'était seulement quand il pensait que personne d'important n'écoutait. Wren s'est occupée de la communication. Elle a empêché Sloan de poser les bonnes questions pendant 3 ans. Cette femme pourrait gérer une guerre et faire croire à l'autre camp qu'elle l'a commencé. Une pause, puis une autre voix. Wren Calloway. Elle finira par comprendre. Sloan n'est pas lente. Ford. Quand elle le fera, ça n'aura plus d'importance. L'entreprise aura la hypothèque. Le compte joint sera vide. J'aurai le dossier de garde prêt. Elle sera tellement occupée à essayer de survivre qu'elle n'aura pas l'énergie de se battre. Une pause plus longue. Le son de verre. Wren. Qu'est-ce que j'obtiens quand ceci sera fini? Ford. Ce qui t'a été promis. L'enregistrement se termina. Sloan resta très immobile. Elle avait connu Wren intellectuellement, mais elle avait vu le message texte. Elle avait traité la trahison sur un plan logique. Mais entendre la voix de Wren sur cet enregistrement, décontractée et collaborative, discutant de la démolition de la vie de Sloan, comme on discute d'un plan trimestriel, c'était différent. Ça touchait autrement, plus profondément. 15 ans. Elles étaient amies depuis 15 ans, et Delphi la regardait attentivement. « Je suis désolé, dit-elle. Je pensais que tu devais connaître l'étendue des dégâts. » Sloan hocha la tête. Elle regarda Vance. Il avait déjà son stylo à la main. L'enregistrement établit une conspiration pour commettre une fraude financière et une obstruction. Il corrobore le testament modifié, les faux documents de prêt et le récit falsifié de garde d'enfants. Avec la copie certifiée du testament original de Constance Ashby et ta documentation, Madame Mercer, nous avons 3 lignes de preuves indépendantes. Il posa son stylo. « Je veux être clair sur ce que cela signifie, dit-il. Ford Ashby risque la radiation du barreau, d'éventuelles poursuites pénales. Le cabinet Ashby et Crown fera face à un procès civil pour la participation de 40% qui a été frauduleusement retirée du testament de Reginald. Wren Calloway fait face, au minimum, à des poursuites pour conspiration civile. » Il regarda les 2 femmes. « J'ai besoin que Delphi accepte de témoigner. J'ai besoin de Constance Ashby dans la salle d'audience. Et j'ai besoin que Sloan tienne bon pendant environ 6 semaines de plus pendant que nous préparons le dossier. » Delphi dit, « Je témoignerai. » Sloan dit, « Je tiens bon depuis 11 ans. 6 semaines, c'est gérable. » Ce que personne dans cette pièce n'avait encore calculé, c'est que Ford, sentant les murs se refermer, était sur le point de faire quelque chose de téméraire. Le genre de témérité qui vient à bout même des hommes prudents. La photocopieuse au 2e étage du bâtiment où Mercer Design louait un espace tomba en panne un jeudi matin. Et c'est ainsi que Sloan rencontra Callum Bryce.
Elle avait besoin d'imprimer 40 pages de documents juridiques pour une réunion avec Vance cet après-midi-là. L'imprimante du studio était à court d'encre la veille au soir et la cartouche de remplacement n'était pas encore arrivée. Elle frappa à la porte du bureau d'en face, un cabinet d'architecture qu'elle avait vu sur l'annuaire mais pour lequel elle n'avait jamais eu de raison de parler. Et un homme ouvrit, tenant une tasse de café dans une main et un crayon derrière chaque oreille. Il était grand, environ 1,88 m, avec le genre de visage qui avait clairement passé du temps à l'extérieur. La fin de la quarantaine, devina-t-elle. Des mèches grises foncées aux tempes. Il portait une chemise en flanelle et un pantalon sombre, ce qu'elle enregistra comme une combinaison inhabituelle pour un cabinet d'architecture sur Wacker Drive. Elle dit qu'elle était désolée de le déranger. Elle demanda s'il avait une imprimante qui fonctionnait. Il dit oui et recula de la porte sans hésitation. Son bureau était un grand espace ouvert rempli de tables à dessin, de maquettes et d'une immense baie vitrée donnant sur le nord. Il y avait 3 jeunes architectes à des bureaux au fond, tous travaillant calmement. Toute la pièce sentait le café et le papier, et quelque chose de faiblement comme du cèdre. Sloan réalisa que c'était le premier endroit où elle avait été depuis des semaines qui semblait simplement calme. Il l'invita à s'approcher de l'imprimante, puis retourna à son bureau sans la regarder avec insistance, ni engager la conversation. Ce qu'elle apprécia, plus qu'elle ne pouvait le dire facilement, les documents s'imprimèrent. Elle les rassembla soigneusement. Elle le remercia. Il dit, n'importe quand, l'imprimante de cet étage est en fait fiable, ce qui fait de nous le bureau d'impression non officiel de tout le bâtiment. Elle faillit sourire. À la porte, elle s'arrêta et se retourna. Je suis Sloan Mercer, Mercer Design. D'en face. Il leva les yeux de son bureau. Callum Bryce. Nous sommes ici depuis 4 ans et je ne pense pas m'être jamais présenté à personne dans ce bâtiment. Maintenant, c'est embarrassant. C'est un bâtiment très concentré, dit-elle. Il rit. Bas, sincère. Elle partit. Elle ne pensa plus à lui le reste de la journée, car elle avait 40 pages de documents juridiques à livrer et un procès à soutenir. Mais ce soir-là, en mettant Beckett au lit, elle réalisa qu'elle avait souri 2 fois depuis midi, et elle ne pouvait expliquer le second sourire qu'en se souvenant de l'homme avec les crayons derrière les oreilles et du bureau calme qui sentait le cèdre. Elle classa la pensée sans l'examiner. Et 2 jours plus tard, Callum frappa à la porte de son studio avec un café qu'il disait être resté d'une réunion client. Mais elle remarqua que c'était exactement comme elle le prenait. Le palais de Justice Daily Center en décembre avait une qualité de lumière particulière, grise et plate, entrant par de hautes fenêtres en longues ou pâles bandes qui faisaient paraître tout le monde à l'intérieur légèrement délavé. Sloan était assise dans le couloir sur un banc en bois devant la salle d'audience B-Session 4, portant un blazer anthracite qu'elle avait acheté spécifiquement pour cela. Vance était à ses côtés et un dossier de documents sur ses genoux. Ford arriva 11 minutes après eux. Il avait une équipe de 3 avocats du cabinet de Manhattan, tous en costume sombre, tous portant des mallettes. Il ne regarda pas Sloan en entrant. Il regarda Vance et quelque chose traversa son visage. Pas de la peur exactement, mais le réarrangement prudent d'un homme qui a vu un problème qu'il n'avait pas entièrement anticipé. Ren était avec lui. Elle était habillée professionnellement, les cheveux tirés en arrière, l'expression figée. Elle s'assit 2 rangs derrière l'équipe juridique de Ford. Elle ne regarda pas Sloan non plus. L'audience dura 4 heures. Vance présenta les preuves méthodiquement, suivant l'ordre qu'il avait répété avec Sloan pendant 3 jours de préparation. Le testament original, certifié par la notaire de Constance Ashby, la signature falsifiée sur les documents de prêt Mercer Design comparée aux signatures connues de Sloan par un expert en documents médico-légaux, les virements financiers du compte joint vers Ashby Holdings Group, l'enregistrement de Delphi Crane, admis selon les règles de preuve de l'Illinois après un bref argument procédural, et puis, projeté sur l'écran devant la salle d'audience, l'échange d'emails entre Ford Ashby et Ren Calloway. Leurs mots apparurent en grande police claire sur le mur blanc, et la pièce était entièrement silencieuse pendant que les gens lisaient. Sloan regarda l'avocat de Ford lui mettre une main sur le bras. Elle regarda Ford s'asseoir très immobile. Elle regarda Ren et Ren fixer le texte projeté avec une expression qui n'était pas tout à fait de la honte ni de la défiance. Quelque chose entre les deux. Quelque chose qui n'avait pas de nom clair.
Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années, à l'expression attentive de quelqu'un qui a entendu toutes les histoires humaines possibles et qui reste néanmoins attentive, décréta une suspension de 30 minutes. Dans le couloir, Vance se pencha et parla doucement. La fraude documentaire est confirmée. La juge rendra son avis sous 10 jours. L'équipe de Ford va essayer de régler avant qu'elle ne statue. Que dois-je faire s'il propose un règlement? Tu écoutes, dit Vance. Tu ne décides de rien sans moi. Elle hocha la tête. Elle regarda le long couloir. Au fond, près de l'ascenseur, Ford parlait à ses avocats à voix basse et rapide. Elle pouvait voir à la posture des 4 hommes que la conversation n'allait pas bien. Ce qui s'était passé au bout de ce couloir, ce que Ford avait dit à son avocat dans ses dernières minutes avant la fin de la pause, serait capturé par une caméra de sécurité et changerait tout pour l'affaire. Les images de la caméra de sécurité ont été récupérées 4 jours après l'audience. Vance les avait demandées par intuition. Une conversation avec un huissier qui avait mentionné que les caméras de sécurité du palais de justice couvraient toute la longueur du couloir du 14e étage, y compris la prise de son près de la baie d'ascenseur. Les images n'étaient pas recevables en soi, mais ce qu'elles révélaient menait directement à quelque chose qui l'était. Sur l'enregistrement, Ford pouvait être vu parlant à son avocat principal, un homme nommé Grayson Park, dans le couloir pendant la pause. L'audio était partiel, fragmenté par le bruit ambiant, mais 3 phrases étaient assez claires pour qu'un technicien en audio forensique confirme. La femme Calloway, elle doit disparaître de ça, et quel qu'en soit le prix. Vance n'a pas utilisé ces images au tribunal. Il les a utilisées pour appeler Wren Calloway. Il ne l'a pas appelée comme une alliée. Il l'a appelée comme une accusée potentielle, avec une lettre décrivant son exposition à la conspiration civile, les preuves d'email déjà au dossier du tribunal et la phrase spécifique de l'audio suggérant que Ford était maintenant prêt à la laisser assumer les conséquences seule. La lettre est arrivée chez elle un mardi matin. Mardi après-midi, Wren avait appelé son propre avocat. Mercredi, l'avocat de Wren avait appelé Vance. La déposition a été programmée pour le lundi suivant. Sloan n'était pas présent. Vance lui a dit après, sur le ton factuel qu'il utilisait pour tout, « Elle nous a tout donné. Son rôle dans la gestion de votre accès à l'information. Les paiements de Ford sur 3 ans, déposés sur un compte au nom de sa sœur, et le plan initial. » Il a marqué une pause. Et environ 2 ans avant votre retour à Chicago, Ford a commencé à planifier cela avant votre départ de New York. Sloan a assimilé cela. Il préparait une sortie avant même que je sache que le mariage se terminait, a-t-elle dit. Oui. Elle a regardé par la fenêtre la rivière grise. Une barge se déplaçait lentement sous le pont. Elle a pensé à combien de soirs elle s'était tenue dans cet appartement de New York, regardant Ford partir au travail, et s'était dit que la distance n'était qu'une saison, que les hommes occupés reviennent, que l'amour dans les longs mariages est différent de l'amour dans les nouveaux. Elle avait eu raison sur le fait que l'amour était différent. Elle s'était trompée sur le reste. Qu'advient-il de Wren? A-t-elle demandé. Vance a dit, elle a coopéré pleinement, ce qui atténue. Mais les paiements et la conspiration documentée signifient qu'elle fait face à une responsabilité civile. Elle va probablement négocier. Sa réputation dans l'industrie des relations publiques, il a marqué une pause ou une peine. Je m'attends à ce que ce soit effectivement terminé. Sloan n'a pas ressenti de satisfaction. Elle a ressenti quelque chose de plus proche de l'épuisement et d'une longue, lente tristesse. Ce soir-là, elle a appelé Constance Ashby, et la vieille femme a dit quelque chose que Sloan n'attendait pas d'elle. « Je suis fier de toi. » Et puis, calmement, Reginald l'aurait été aussi. La décision de garde est arrivée un jeudi, 11 jours après la première audience. Sloan l'a lu sur son téléphone dans le studio, debout à son bureau, avec un café à moitié fini à côté d'elle et un moodboard client épinglé au mur derrière elle. Le langage était formel, structuré, plein de l'architecture juridique prudente qui entoure les décisions les plus humaines. Mais le cœur du sujet était simple. La garde principale confiée à Sloan Mercer. Ford a obtenu des visites supervisées en attendant l'issue de l'enquête pénale pour fraude. Pas de contact non supervisé avec Beckett jusqu'à nouvel ordre du tribunal. Elle est restée très immobile un moment. Puis elle a appelé Vance, qui l'avait déjà vu et a dit exactement comme prévu. Félicitations. Elle a appelé sa mère à Indianapolis, qui a pleuré avant même que Sloan n'ait fini la première phrase. Elle n'a appelé personne d'autre.
Elle a récupéré Beckett à l'école elle-même, ce qu'elle faisait toujours, et elle ne lui a rien dit dans la voiture. Elle a attendu qu'il soit rentré, qu'il ait enlevé son manteau et posé son sac à dos, et qu'il ait un verre de jus de pomme devant lui à la table de la cuisine. Et puis, elle s'est assise en face de lui et lui a dit que le juge avait pris sa décision et qu'il resterait avec elle à temps plein. Beckett a regardé son jus un moment. Puis il l'a regardé. « Je sais que je n'ai pas pu parler au juge, a-t-il dit. Mais j'ai écrit quelque chose de moi-même il y a une semaine parce que je voulais me souvenir de ce que je voulais dire. » Sloan a dit. « Puis-je le voir? » Il est allé à son sac à dos et est revenu avec un morceau de papier plié. Son écriture était encore celle d'un enfant de 9 ans. Grande, légèrement irrégulière mais sincère. Il avait écrit « Je veux vivre avec ma maman parce qu'elle est là. Elle est là quand je suis malade et quand je ne le suis pas. Elle est là quand elle est fatiguée. Elle est là quand elle est triste et qu'elle ne veut pas. Mon papa n'est plus là. Je ne sais pas pourquoi, mais ma maman n'a jamais arrêté. » Sloan a posé sa main à plat sur le papier. « Tu nous as sauvés, mon bébé, a-t-elle dit. » Beckett a secoué la tête. Il y avait réfléchi, elle pouvait le dire. « Non, a-t-il dit. Tu nous as sauvés d'abord, j'ai juste dit de la vérité. » Elle s'est levée et a fait le tour de la table et l'a serré dans ses bras comme on serre quelqu'un quand le pire est passé et que le soulagement est si grand qu'il n'a pas de forme réelle. Il s'est accroché aussi. Il avait 9 ans et il était petit et avait été plus courageux que quiconque n'aurait jamais dû l'être. Ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'est que Ford, à quelques minutes de là, dans un bureau de verre et de marbre sur Michigan Avenue, Ford Ashby était en train de recevoir officiellement 2 actes d'accusation pénale. Et Ashby et Crown, les associés principaux, convoquaient une réunion d'urgence du conseil d'administration qui mettrait fin à sa carrière définitivement. Des actes d'accusation ont été déposés le matin même où la commission de discipline et d'enregistrement des avocats de l'Illinois a envoyé à Ford un avis formel de suspension, immédiate et indéfinie, en attendant l'enquête sur sa conduite. La suspension signifiait qu'il ne pouvait pas exercer le droit dans l'État. Le cabinet de Manhattan qu'il utilisait ne pouvait pas le protéger. Son nom figurait sur les documents originaux. Sa voix avait été sur les enregistrements de Delphi. Ashby et Crown, le cabinet fondé par son père d'un cabinet de 2 avocats à Evanston à une entreprise de 40 avocats avec des bureaux à Chicago et New York, a tenu sa réunion d'urgence du conseil d'administration un vendredi. Evans avait un contact au sein du cabinet qui lui a dit après, officieusement, que Ford avait été invité à démissionner de son partenariat de gestion par un vote de 11 contre 1. Le seul vote en sa faveur était celui d'un associé junior qui était au cabinet depuis 8 mois et qui a ensuite inversé sa position quand il a vu les dossiers de preuves circuler en interne. Ford était parti du cabinet le lundi suivant. Les poursuites pénales étaient 2 chefs d'accusation de falsification, un chef d'accusation de fraude électronique et un chef d'accusation de complot. Ses avocats, le cabinet de Manhattan, pas le sien, lui ont dit de s'attendre à une négociation de plaidoyer. Il n'y aurait pas de procès devant le jury s'ils étaient intelligents. Les preuves étaient trop propres et trop documentées. Le procès civil de Delphi a été intenté séparément. Elle avait alors son propre avocat et le procès était spécifique. Rupture d'un accord verbal, coercition relative à une décision médicale et dommages liés à l'accord de non-divulgation qu'il avait obtenu sous de faux prétextes. Son avocat était méthodique et préparé et le procès a été intenté à New York, ce qui compliquait considérablement la géographie de Ford. Wren Calloway a réglé la réclamation civile de Sloan pour un montant que Vance a décrit comme approprié. Elle n'a pas contesté. Son entreprise de relations publiques, qui ignorait la pleine nature de son implication avec Ford, a résilié son contrat la même semaine où les emails sont devenus publics. Plusieurs clients sont suivis. Son réseau professionnel, construit sur 15 ans, s'est contracté vivement et rapidement. Sloan n'a pas suivi tout cela en temps réel. Vance l'a tenu informé par des mises à jour mesurées, comme un médecin donne des rapports d'évolution, factuellement sans détails excessifs, la laissant assimiler à son propre rythme. Un soir, elle mettait Beckett au lit et il a demandé « Est-ce que c'est fini maintenant? » Elle lui a dit « Ah, presque. » Il a dit « Cher, mais qu'est-ce que ça veut dire, presque? » Elle lui a dit « Ça veut dire que le plus dur est derrière nous et le reste, ce n'est que du papier. » Il semblait satisfait. Il s'est retourné et s'est endormi en 4 minutes.
Elle s'est assise sur le bord de son lit dans le noir pendant un moment et a pensé à quelque chose que Constance avait dit, que Reginald l'avait choisie parce qu'elle était la seule personne honnête dans la vie de Ford, et elle a finalement compris que l'honnêteté avait été la seule chose qu'il ne pourrait jamais lui pardonner. La participation de 40% dans Ashby et Crown a été rétablie par ordonnance du tribunal en février. Vance lui a expliqué les options. Elle pouvait conserver la participation et devenir un associé minoritaire discret dans le cabinet restructuré. Elle pouvait la vendre aux associés restants à une valeur déterminée par le tribunal. Ou elle pouvait la conserver comme levier pour toute procédure future. Elle a choisi de vendre. Le montant était important. Il a payé le privilège frauduleux sur Mercer Design, a renfloué le compte professionnel, a couvert les honoraires de Vance en totalité et a laissé suffisamment de reste pour qu'elle puisse cesser de s'inquiéter du loyer du studio pendant 2 ans. Elle a pleuré à nouveau dans le parking, mais cette fois, c'était différent. Elle a embauché 2 nouveaux designers en mars. L'un venait de sortir de l'Illinois Institute of Technology, vif et presque insupportablement enthousiaste. L'autre était une femme d'une 50aine d'années qui avait dirigé son propre cabinet pendant 20 ans avant qu'une dissolution d'entreprise compliquée ne la laisse à la recherche d'un nouveau départ. Sloan a immédiatement reconnu quelque chose en elle et l'a embauchée sur le champ. Et le studio a accueilli 4 nouveaux clients au printemps. L'un d'eux était un groupe de restauration avec 3 établissements à Chicago et 1 à Nashville. Un grand projet, complexe et gratifiant, le genre de travail que Sloan voulait depuis des années. Elle restait souvent tard. Elle amenait Beckett au studio le vendredi après l'école et il faisait ses devoirs au bureau de Spare et donnait périodiquement son avis sur des échantillons de tissu qui n'étaient étonnamment pas faux. Constance Ashby appelait 1 fois par semaine. Les appels n'étaient toujours pas chaleureux, exactement, mais ils étaient différents, plus longs, avec des pauses qui étaient compagnonnes plutôt que gênantes. Constance a demandé des nouvelles de Beckett. Elle a demandé des nouvelles du studio. Une fois, elle a demandé si Sloan avait rencontré quelqu'un, sur un ton prudent mais indubitablement curieux. Sloan a dit « Il y a quelqu'un dans le bâtiment qui a été très discrètement gentil. » Constance a dit « Discrètement gentil, est-ce que c'est sous-estimé? » L'homme dans le bâtiment avait depuis partagé 2 autres cafés avec Sloan, un déjeuner qui a duré 90 minutes de plus que ce que chacun d'eux avait prévu, et une longue conversation un soir sur un bâtiment à Barcelone qu'ils croyaient tous deux être l'une des structures les plus parfaites jamais construites. Ils n'avaient pas insisté. Ils ne s'étaient pas mis en scène. Il était simplement présent de cette manière particulière que certaines personnes ont, comme une pièce qui est toujours à la bonne température. Elle n'était pas prête. Elle savait qu'elle n'était pas prête. Mais elle commençait à comprendre que pas prête et jamais, ce n'était pas la même chose. Beckett avait demandé 1 fois, avec précaution, si elle aimait l'homme d'en face. Elle avait dit « Je crois que oui ». Il avait hoché gravement la tête. « Maintenant, il semble être quelqu'un qui se montre », a-t-il dit. Fin avril, Architectural Digest a contacté Mercer Design pour un article dans leur numéro d'automne. Et le même jour, Callum Bryce a laissé une note manuscrite sous la porte de son studio qui disait simplement « Félicitations, vous avez construit quelque chose de remarquable. Souhaitez-vous dîner? » L'article d'Architectural Digest a paru dans le numéro d'octobre, 6 pages avec des photographies. L'image principale était le projet de restaurant. Une salle à manger conçue par Sloan dans des tons ambre chauds, avec des banquettes courbes et des luminaires qu'elle avait sourcés auprès d'un souffleur de verre du Michigan. La pièce ressemblait à ce qu'elle était censée ressembler. Un endroit où les gens se sentent enveloppés. La légende nommait Mercer Design, Chicago. Son nom figurait dans l'entête de l'article. Elle l'a vu à la vitrine du hall de son immeuble et elle est restée là un long moment à la regarder. Ford avait plaidé coupable en août pour une accusation de fraude électronique et une accusation de falsification de documents dans le cadre d'un accord négocié qui a évité le procès. Il a reçu une peine de 2 ans avec sursis, 3 ans de probation et une interdiction permanente d'exercer le droit dans l'Illinois et à New York. Le jugement civil de l'affaire Delphi avait été réglé séparément. Il avait déménagé à Phoenix, elle l'avait appris par le bureau de Vance, non pas par désir de savoir, mais comme une information qui arrivait comme l'information arrive. Elle ne lui souhaitait aucun mal. Elle ne pensait tout simplement pas très souvent à lui. Beckett avait 10 ans maintenant et jouait au football le samedi avec son équipe scolaire,
et avait des opinions sur l'architecture qui devenaient vraiment intéressantes. Maintenant, il avait un chien, un bâtard brun de taille moyenne nommé Ferris, du nom de la ville, car Beckett avait fait campagne pour un nom de Chicago et c'était son premier choix. Ferris dormait au pied de son lit et accompagnait Sloane lors de ses promenades matinales et, dans sa manière animale discrète, avait rendu l'appartement plus complet. Callum, le dîner avait eu lieu en mai. Ils étaient allés dans un petit restaurant italien à Andersonville où aucun d'eux n'était allé auparavant et la conversation avait duré 3 heures. Et à la fin, il l'avait raccompagnée à la porte de son immeuble et avait dit « J'aimerais refaire ça ». Elle avait dit « Je crois que oui ». Cela avait été lent, cela avait été prudent. C'était, de toutes les manières qui comptaient, le contraire de se mettre en scène. Il se présentait au studio quand elle restait tard, au match de football de Beckett quand elle les mentionnait, lors des moments difficiles avec un pragmatisme et une stabilité qu'elle avait cessé d'espérer trouver chez qui que ce soit. En octobre, ils faisaient simplement partie l'un de l'autre. Tout n'avait pas encore d'étiquette. Certaines choses n'en ont pas besoin. Un matin, Sloane était assise à la table de la cuisine avec son café et l'Architectural Digest ouvert devant elle. Beckett mangeait ses céréales en lisant le dos de la boîte, comme il le faisait toujours, et Ferris dormait sous la table. La lumière de Chicago, grise et nette, entrait par la fenêtre. Elle ne pensait pas à qui elle avait été dans une vie erronée. Elle pensait à celle-ci. Elle était toujours en train de construire. Elle n'avait aucune intention d'arrêter. Elle n'avait pas besoin que quelqu'un revienne. Elle avait besoin et avait enfin trouvé une vie qui lui appartenait entièrement. Ainsi, l'histoire touche enfin à sa fin. Mon Dieu, si vous êtes encore avec nous en ce moment, vraiment là jusqu'à ce point, alors quelque chose dans cette histoire vous a touché. Peut-être était-ce le silence de Sloane à ce tourniquet d'aéroport, tenant la main de son fils et choisissant de ne pas s'effondrer. Peut-être était-ce le mot écrit à la main de Beckett. Peut-être était-ce simplement le sentiment de voir quelqu'un perdre presque tout et retrouver tout de même son chemin vers soi. Voici ce que je veux vous laisser aujourd'hui. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a écrit un jour « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Sloane ne contrôlait pas ce que Ford faisait. Elle ne pouvait pas contrôler la trahison de Wren, ni les comptes gelés, ni la peur. Ce qu'elle contrôlait, c'était le pas suivant, chaque fois. Ce n'est pas peu de choses, c'est tout, car la guérison est rarement spectaculaire et n'arrive jamais d'un coup. Cela ressemble à imprimer 40 pages de documents quand vos mains tremblent. Cela ressemble à dire la vérité à votre fils d'une manière qu'il peut porter. Cela ressemble à un dîner tranquille, une conversation honnête, une matinée où vous vous asseyez avec votre café et réalisez que le pire est derrière vous. Vous êtes capable de ce même courage silencieux et tenace. Si cette histoire vous a ému, si ne serait-ce qu'un instant vous a fait vous sentir moins seul, appuyez sur ce bouton « Like » maintenant. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui et abonnez-vous à cette chaîne car nous allons continuer à raconter des histoires exactement comme celle-ci. Des histoires de force réelle, de guérison réelle, de vraies femmes qui reconstruisent. Nous vous retrouverons dans la prochaine. Cette histoire est une œuvre de fiction dramatique créée uniquement pour le divertissement et la réflexion émotionnelle. Les personnages, Sloane Mercer, Ford Ashby, Beckett, Constance, Wren, Delphi, Theodore Vance et Callum Bryce sont entièrement imaginaires. Toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou décédées, est purement fortuite. Les événements, les procédures judiciaires, les situations financières et les relations dépeintes dans cette histoire ne représentent pas des occurrences réelles et sont conçues uniquement à des fins narratives dramatiques. Les lieux référencés, y compris Chicago, Manhattan et l'aéroport JFK, sont utilisés comme décors fictifs uniquement. Les noms de marques mentionnés dans l'histoire apparaissent incidemment dans le cadre de la construction réaliste du monde et ne constituent aucune approbation ni aucun parrainage. Notre objectif avec chaque histoire sur cette chaîne est d'explorer les thèmes de la résilience, de l'estime de soi, de la famille et de la guérison émotionnelle par le pouvoir du récit. Nous croyons que la narration, même fictive, peut véhiculer une vérité réelle et que parfois une histoire qui ne s'est jamais produite peut encore dire quelque chose de profondément honnête sur les vies que nous vivons réellement. Merci d'avoir regardé avec un cœur ouvert.